Ma sœur a usurpé mon identité, dette de 85 000 €. Mes parents, pardonne, c'est à 100. J'ai porté plainte. Au tribunal, ils ont témoigné contre moi. Le juge a posé une question qui a fait hurler ma mère. Je m'appelle Bertille, j'ai 28 ans, et il y a 3 semaines, j'ai regardé ma propre mère s'effondrer en larmes dans une salle d'audience du tribunal correctionnel de Lyon. Pas parce qu'elle regrettait ce qui m'était arrivé, non. Elle pleurait parce qu'une juge, une femme au regard d'acier, venait de lui poser une question à laquelle elle était incapable de répondre sans détruire l'image de famille parfaite qu'elle avait mis 30 ans à construire. Ma sœur a volé mon identité, m'a endettée de 78 000 €, et mes parents m'ont traité de monstre pour avoir osé dire la vérité. Mais avant de vous raconter comment une simple question a réduit mes parents au silence, laissez-moi remonter le temps. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale, prenez un petit moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. J'ai aussi une question pour vous, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos commentaires et voir à quel point notre communauté est internationale. Laissez un commentaire maintenant. Tout a commencé par ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. C'était un mardi gris et pluvieux de novembre, typique de Lyon. J'étais assise dans le bureau feutré de Maître Varane, notaire dans le 6e arrondissement. L'odeur de la cire à bois et du vieux papier flottait dans l'air. En face de moi, le notaire ajustait ses lunettes et à côté de lui, l'agent immobilier me souriait de manière encourageante. Après 6 ans à manger des pâtes premier prix, à vivre dans un studio mal isolé à Villeurbanne et à cumuler les heures supplémentaires en tant qu'archiviste médical, j'allais enfin signer. C'était un petit 2 pièces avec un balcon, rien de grandiose, mais c'était à moi. J'avais les clés mentales en main. J'avais tout prévu, la compte, les frais de notaire, le plan de remboursement sur 20 ans. Maître Varane a pris son téléphone pour la vérification finale avec la banque, une procédure standard. J'ai vu son visage changer. Le sourire poli a disparu, remplacé par un froncement de sourcils, puis par une expression que je n'oublierai jamais, le dégoût. Il a raccroché lentement. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. « Mademoiselle Bertille, dit-il d'une voix glaciale, je crains que nous ne puissions procéder à la signature. » J'ai ri nerveusement. « Pardon ? C'est une blague ? Le virement de l'apport est parti hier. » Ce n'est pas une question d'apport, mademoiselle. La banque vient de m'informer que votre dossier de prêt est annulé. Vous êtes fiché FICP à la Banque de France depuis ce matin. Interdit bancaire. Le monde s'est arrêté. FICP. Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. C'est la lettre écarlate du système financier français. C'est impossible, ai-je balbutié, sentant la panique monter dans ma gorge. Je n'ai jamais été à découvert de ma vie. Je note chaque centime. Il doit y avoir une erreur informatique. Le notaire s'est levé, signalant la fin de l'entretien. Il ne me regardait plus comme une cliente respectable, mais comme une escroc qui avait tenté de lui faire perdre son temps. Les banques ne font pas ce genre d'erreur, mademoiselle. Vous avez une dette cumulée de 78 400 € auprès de plusieurs organismes de crédit à la consommation. Je vous suggère de quitter mon bureau avant que je ne signale cette tentative de fraude. Je suis sortie sous la pluie battante, sans parapluie, les larmes se mêlant aux gouttes d'eau sur mon visage. J'étais humiliée, brisée, et totalement confuse. Comment pouvais-je devoir près de 80 000 €? J'ai couru jusqu'à la succursale de la Banque de France la plus proche, trempée jusqu'aux os. J'ai dû supplier l'agent au guichet pour obtenir un relevé détaillé. Quand elle m'a tendu les feuilles imprimées, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli les laisser tomber. Cofidis, Sofinco, CTLM. La liste était interminable. Des crédits revolving, des prêts personnels, des cartes de magasin. Et puis, mes yeux se sont posés sur les détails des virements. L'argent n'avait pas disparu dans la nature. Il avait été viré sur un compte secondaire. Un compte dont l'intitulé a fait geler mon sang dans mes veines. Virement vers Ombeline, compte luxe. Ombeline. Ma sœur. Ma propre sœur. Je suis restée figée au milieu du hall de la banque, les clients me contournant comme si j'étais un obstacle invisible. La trahison a un goût, vous savez ? C'est un goût métallique, comme du sang dans la bouche. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère, Odile. « Coucou ma chérie, n'oublie pas le dîner ce soir à Écully. Ombeline a une super nouvelle à nous annoncer.
Une super nouvelle. Alors que ma vie venait de s'effondrer, ma sœur, la voleuse, avait une super nouvelle. J'ai serré le papier si fort qu'il s'est déchiré. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de l'enfer. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement humide de Villeurbanne. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise par terre, au milieu du salon, avec les relevés bancaires étalés autour de moi comme les pièces d'un puzzle macabre. Je devais comprendre. Je devais trouver comment elle avait fait. Je suis archiviste. C'est mon métier de classer, d'organiser, de trouver des liens logiques entre des documents disparates. J'ai activé ce mode robot pour ne pas hurler de douleur. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à croiser les dates des dépenses frauduleuses avec le fil Instagram de ma sœur. Ombeline a 33 ans, 5 ans de plus que moi. Elle se définit comme consultante en images et relations publiques, ce qui, dans son cas, signifie qu'elle passe ses journées à poster des photos retouchées et à courir les soirées mondaines sans jamais gagner un véritable salaire. Elle a toujours été la fille en or de la famille. Belle, charismatique, fragile. Moi? J'étais Bertie, la sérieuse, l'ennuyeuse, celle qui n'a pas besoin qu'on s'inquiète pour elle. Premier relevé, un achat de 2800 € chez Yves Saint Laurent le 12 mai. Je scrolle sur son Instagram. Le 12 mai, une photo d'elle, radieuse, tenant un sac en cuir noir matelassé. La légende, parce que je le vaux bien #selflove #bossbabe. Elle l'avait payé avec mon crédit. Deuxième relevé, un billet d'avion en classe affaires pour la Corse et une semaine à l'hôtel Casa del Mar. Total, 4500 €. Date, août dernier. Sur Instagram, des photos d'elle en bikini au bord d'une piscine à débordement, un cocktail à la main. Légende, besoin de décompresser après une année difficile. Difficile? Elle ne travaillait même pas. C'était moi qui travaillais 50 heures par semaine pendant qu'elle brûlait mon avenir au soleil. Mais comment avait-elle eu accès à tout cela? Comment avait-elle pu ouvrir des crédits en mon nom? Et là, le souvenir m'a frappé avec la violence d'une gifle. Il y a 18 mois. Ombeline venait de divorcer. Elle pleurait dans ma cuisine, le mascara coulant sur ses joues, jouant la comédie de la femme brisée. Bertie, tu dois m'aider. Je dois trouver un appartement rapidement pour que Thierry ne demande pas la garde exclusive du petit, qui n'existe pas encore, mais c'était son argument. Les propriétaires demandent un garant solide. Tu as un CDI, tu es fonctionnaire ou presque. S'il te plaît. Bien sûr, avais-je répondu, naïve comme je l'étais. Qu'est-ce qu'il te faut? Juste ton dossier fiscal complet, tes 3 dernières fiches de paie, et une copie de ta pièce d'identité recto verso. C'est juste pour le dossier de location, je te le jure. Je lui avais tout donné. J'avais photocopié ma vie et je l'avais remise entre ses mains manucurées. Je lui avais donné les clés de mon existence financière parce que c'était ma sœur, et qu'on ne se méfie pas de sa sœur. Elle n'avait jamais cherché d'appartement avec ce dossier. Elle avait gardé les documents. Elle avait attendu. Et méthodiquement, elle avait ouvert des comptes de crédit renouvelables en ligne, imitant ma signature, utilisant une fausse adresse mail même et vraies informations. Le détail qui m'a achevé, celui qui m'a fait vomir bile et café froid, c'était une transaction datée du 24 septembre. C'était mon anniversaire. Ce jour-là, Ombeline m'avait envoyé un SMS. Joyeux anniversaire sœurette. Désolée, je suis fauchée en ce moment, pas de cadeau cette année, mais le cœur y est. Le relevé montrait qu'à cette date exacte, elle avait dépensé 300 € dans un spa de luxe à Lyon. Elle s'était offert un massage aux pierres chaudes pour MON anniversaire, avec MON crédit, tout en me disant qu'elle n'avait pas de quoi m'acheter une carte postale. La colère a commencé à remplacer le choc. Une colère froide, dure, implacable. J'ai regardé l'heure. 19h30, le dîner chez mes parents à Écully allait commencer dans 1 heure. J'ai imprimé toutes les preuves. Les relevés, les captures d'écran Instagram, les contrats de prêt frauduleux que j'avais réussi à télécharger sur le site de la Banque de France. J'ai tout mis dans une chemise cartonnée rouge. Je me suis levée, j'ai enfilé mon manteau. Je n'allais pas aller pleurer dans les jupes de ma mère. J'allais à Écully pour obtenir des réponses. J'allais là-bas pour voir si le sang était vraiment plus épais que l'eau, ou si, comme je le soupçonnais, il était juste plus salissant. En montant dans ma vieille Twingo, j'ai eu une pensée terrifiante. Et s'ils savaient? Et si mes parents étaient au courant?
Non, c'était impossible. Ils étaient stricts, obsédés par l'honneur et la réputation. Ils ne cautionneraient jamais le vol. Jamais je n'avais eu aussi tort de toute ma vie. La maison de mes parents à Écully est une bâtisse bourgeoise, entourée de haies parfaitement taillées pour cacher la vue aux voisins. Tout y respire l'ordre, la respectabilité et l'argent ancien. En garant ma voiture qui faisait tache dans l'allée gravillonnée, j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai ouvert la porte sans frapper. L'odeur du rôti du dimanche et de la cire d'abeille m'a accueilli, une odeur d'enfance qui me donnait soudain la nausée. Ah, Bertie! Tu es en retard, comme d'habitude, s'écria ma mère, Odile, depuis la salle à manger. Je suis entrée. La scène était d'une banalité effrayante. Mon père, Gervais, débouchait une bouteille de Bordeaux. Ma mère disposait des serviettes en tissu. Et Ombeline était là, trônant au centre de la table, rayonnante. Elle portait une nouvelle robe en soie émeraude. Sur la chaise à côté d'elle, trônait le sakiv Saint-Laurent que j'avais vu sur le relevé bancaire. En vrai, il semblait briller d'une lueur maléfique. « Regarde qui voilà » dit Ombeline avec un sourire éclatant. « Tu as une tête affreuse, chérie. Tu ne dors pas assez ? J'ai une nouvelle fantastique. » Continua-t-elle sans attendre ma réponse. « Je vais lancer ma propre agence de branding. J'ai enfin les fonds nécessaires pour démarrer. C'est un signe du destin. » Les fonds nécessaires. Le sang m'est monté à la tête. « Les fonds ? » ai-je demandé d'une voix tremblante. « Tu veux dire MES fonds ?» Le silence tomba sur la table. Mon père arrêta de verser le vin. Ma mère se figea, une serviette à la main. Ombeline cligna des yeux, une lueur d'inquiétude passant brièvement dans son regard avant d'être remplacée par son masque d'innocence habituel. « De quoi tu parles ? demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la chemise rouge et j'ai jeté les papiers sur la table, en plein milieu des assiettes en porcelaine de Limoges. Les relevés bancaires, les photos Instagram, les contrats de prêt falsifiés. Ils se sont éparpillés comme des feuilles mortes. Je parle de 78 400 €, Ombeline. Je parle de mon identité que tu as volée. Je parle de l'appartement que je ne peux plus acheter parce que je suis interdit bancaire à cause de TOI. Mon père prit un document, ajusta ses lunettes et lut. Son visage devint gris. Ma mère regarda les photos, puis Ombeline. « C'est quoi ça ? demanda Gervais d'une voix faible. Ombeline se mit à rire nerveusement. « Oh, ça. Bertie, tu es tellement dramatique. J'ai juste emprunté un peu de crédibilité financière. Je comptais tout te rembourser dès que l'agence décollerait. C'est un investissement familial. » Un investissement ? Hurlai-je. Tu as dépensé 300 € au spa le jour de mon anniversaire. Tu es allé en Corse. C'est ça ton investissement ? Tu as ruiné mon avenir pour des vacances et des sacs à main. Ombeline se leva brusquement, renversant sa chaise. Les larmes commencèrent à couler instantanément. C'était sa meilleure arme. Maman. Papa. Regardez comme elle est agressive. Je traverse une période tellement difficile depuis le divorce, j'avais besoin de me sentir vivante. Je ne pensais pas faire de mal. Elle a un CDI, elle est stable, elle peut encaisser. Moi je n'ai rien. Et là, l'impensable s'est produit. Au lieu de s'indigner, au lieu de gronder la voleuse, ma mère s'est précipitée vers Ombeline pour la prendre dans ses bras. Chut, ma chérie, calme-toi, tu vas te faire une crise d'angoisse. Puis, elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par une colère froide. Bertie, baisse d'un ton immédiatement. Les voisins vont t'entendre. Tu vois bien que ta sœur est fragile. Fragile ? C'est une criminelle, maman. C'est de l'usurpation d'identité. Ne dis pas de gros mots, intervint mon père, essayant de retrouver une posture d'autorité. On ne parle pas de crime dans cette maison. C'est un malentendu financier. On va régler ça en famille. Je les regardais, horrifiés. Ils ne voyaient pas la victime. Ils ne voyaient pas ma douleur. Ils ne voyaient que les larmes de crocodile de leur fille en or et la peur du scandale. J'étais seule. Terriblement seule. C'est là que j'ai compris que le combat ne faisait que commencer, et que mes adversaires n'étaient pas seulement ma sœur, mais ceux qui m'avaient mise au monde.
Asseyez-vous, ordonna mon père. Nous allons trouver une solution. Je suis resté debout, les poings serrés, mais mes jambes tremblaient. Je me suis laissé tomber sur une chaise, loin d'eux. Ils formaient un bloc compact de l'autre côté de la table, Ombline pleurnichant sur l'épaule de maman, papa faisant les 100 pas, l'air grave. Voilà ce qu'on va faire, commença mon père, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Ombline a fait une bêtise, certes. Mais c'est ta sœur. Le sang est plus important que l'argent. Une bêtise à 78 000 €, papa. C'est 10 ans de salaire pour certains. Ne m'interromps pas. Aboya-t-il. Si tu portes plainte, comme tu sembles vouloir le faire avec tes grands airs, tu sais ce qui va se passer? Ombline aura un casier judiciaire. Et alors? C'est ce qui arrive aux voleurs. Ma mère intervint, la voix mielleuse mais toxique. Bertie, réfléchis un peu. Si elle a un casier, son ex-mari, Thierry, va s'en servir. Il demandera la garde exclusive. Tu veux être responsable du fait que ta sœur perde ses enfants? Tu veux détruire ta famille pour de l'argent? Je suis restée bouche bée. Ombline n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas d'enfant. Criai-je. Elle essaie d'en avoir. Ou elle en aura un jour. C'est le principe, Bertie. Tu es tellement égoïste, tu ne penses qu'à tes petits comptes d'apothicaire. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, tu n'as pas de charge. Ta sœur a une image à maintenir. Le plan de mon père était simple et monstrueux. Je devais reconnaître les dettes comme étant les miennes. Je devais contracter un prêt de consolidation, si je le pouvais encore, ou établir un plan de surendettement à mon nom. Mes parents me verseraient généreusement 200 € par mois pour m'aider. Ombline promettait de me rembourser quand elle le pourrait, sans aucun document écrit pour ne pas laisser de traces légales. C'est inacceptable, dis-je calmement. Je refuse. Je ne paierai pas pour ses vacances et ses sacs de luxe. Je vais aller voir la police demain matin. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. La fausse douceur disparut. Ma mère se leva, s'approcha de moi. Je pensais qu'elle allait me supplier. Au lieu de cela, elle me gifla. Le bruit claqua dans le silence feutré du salon bourgeois. Ma joue me brûlait, mais mon cœur était gelé. Tu n'es qu'une petite ingrate jalouse, siffla-t-elle. Tu as toujours été jalouse de ta sœur parce qu'elle brille et que tu es terne. Tu veux la détruire. Si tu sors d'ici pour aller à la police, tu ne fais plus partie de cette famille. On te reniera. On dira à tout le monde que tu es folle. Je regardai mon père. Il détourna le regard, fixant ses chaussures cirées. Il ne dirait rien. Il choisissait son camp. Il choisissait la facilité. Ombline, derrière maman, arrêta de pleurer. Elle me regarda droit dans les yeux et sourit. Un petit sourire suffisant, victorieux. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que la peur de perdre mes parents me ferait plier, comme toujours. Je me suis levée lentement. J'ai ramassé mes papiers. Très bien, ai-je dit. Si c'est le prix à payer pour avoir une conscience, alors je ne veux plus faire partie de cette famille. Gardez votre argent, gardez vos mensonges. Mais préparez-vous, parce que je ne me tairai pas. Je suis sortie sous la pluie, laissant derrière moi la maison de mon enfance et les gens que j'avais aimés. J'étais orpheline de cœur, mais pour la première fois, j'étais libre de me battre. Pause. Je veux m'adresser à vous, là, maintenant. Mettez-vous à ma place. Vous êtes seul, votre famille entière se ligue contre vous, votre mère vous gifle pour protéger le criminel. Que feriez-vous? Option A, vous pliez pour garder le lien familial et vous payez la dette? Option B, vous coupez les ponts et vous allez voir la police, quitte à tout perdre? Dites-moi honnêtement ce que vous feriez dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si j'ai pris la bonne décision. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme un zombie. Mes yeux étaient gonflés, ma joue portait encore une légère marque rouge. Je travaille aux archives d'un grand hôpital lyonnais. C'est un endroit calme, rempli de dossiers, mon refuge habituel. Mais ce jour-là, les murs semblaient se refermer sur moi. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Le service de recouvrement de Sofinco. Mademoiselle Bertie, nous n'avons pas reçu votre régularisation.
Nous allons lancer une procédure de saisie sur salaire. Je vous ai dit que ce n'était pas moi. Ai-je crié dans le couloir, attirant les regards. Je me suis effondrée en larmes entre deux rayonnages de dossiers médicaux. C'est là que Marius m'a trouvé. Marius est le juriste du syndicat de l'hôpital. Un homme de 35 ans, un peu bourru, toujours mal rasé, mais avec un sens de la justice aiguisé comme une lame de rasoir. On ne se parlait jamais, sauf pour des banalités à la machine à café. Et, ça ne va pas, demanda-t-il maladroitement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre, je lui ai tout raconté. Tout. Le notaire, la dette, la confrontation, la gifle. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la sympathie à une colère froide et professionnelle. Bertie, écoute-moi bien, dit-il en posant sa main sur mon épaule. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est du pénal. En France, l'usurpation d'identité, article 226-4-1 du Code pénal, est punie d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. L'escroquerie, c'est 5 ans et 375 000 €. Mais mes parents disent que si je porte plainte, tes parents sont des complices moraux, coupa-t-il. Ils essaient de te manipuler avec l'obligation alimentaire et la culpabilité. Mais juridiquement, tu es la victime. Si tu ne portes pas plainte maintenant, tu valides la dette. Tu seras tenu responsable. Tu ne pourras jamais rien acheter, jamais louer un autre appartement. Tu seras l'esclave de ta sœur pour les 15 prochaines années. C'est ça que tu veux? Il avait raison. La vérité crue, sans le filtre émotionnel toxique de ma mère. Je ne sais pas comment faire, avouai-je. J'ai peur. Je t'emmène, dit-il. Je finis mon service à midi. On va à la gendarmerie ensemble. Je t'aiderai à rédiger la plainte pour qu'elle soit inattaquable. À midi pile, nous étions devant le commissariat du 3e arrondissement. Marius m'a aidé à structurer mon récit, à présenter les preuves, la chronologie, les adresses IP. Ombeline avait commandé depuis chez elle, la bête, la concordance des dates. L'officier de police qui a pris ma déposition était un homme fatigué, mais quand il a vu le montant et les preuves Instagram, il a sifflé d'admiration. Ah oui, quand même. Elle ne s'est pas privée, la frangine. Et vos parents la soutiennent? Oui. C'est moche. Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Avec ce dossier, le procureur ne va pas classer ça sans suite. En signant le procès-verbal, j'ai senti un poids quitter mes épaules, remplacé par une terreur nouvelle. Je venais de lancer une bombe nucléaire sur ma famille. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En sortant du commissariat, mon téléphone a vibré. Un message de ma tante Claire, la sœur de ma mère. Ta mère m'a tout raconté. Comment oses-tu traîner ta sœur dans la boue pour de l'argent? Tu fais honte à notre nom. Ne viens pas à Noël. La guerre était déclarée. Et je n'avais qu'un seul allié. Les semaines qui ont suivi ont été une leçon brutale sur la nature humaine. Je pensais que le plus dur serait la procédure judiciaire. Je me trompais. Le plus dur, c'était la campagne de destruction sociale orchestrée par ma propre mère. Odile n'a pas perdu de temps. Dès qu'Ombeline a reçu sa convocation au commissariat pour une garde à vue, ma mère a activé son réseau. Elle a appelé toutes mes tantes, mes cousins, et même certains amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Le récit qu'elle leur servait était toujours le même, tordu, pervers. Bertie a toujours été mentalement instable. Elle est jalouse de la réussite d'Ombeline. Elle avait accepté de l'aider, et maintenant elle change d'avis et invente des histoires de vol pour attirer l'attention. Elle essaie de nous extorquer de l'argent. J'ai commencé à recevoir des appels anonymes au milieu de la nuit. Des messages haineux sur Facebook. Salope ingrate. Tu devrais avoir honte de faire pleurer ta mère. On espère que tu crèveras seule avec ton argent. Le pire a été quand ma mère est venue à mon travail. Elle n'est pas entrée dans mon bureau. Elle est allée à l'accueil de l'hôpital, en pleurs, demandant à voir mon supérieur. Elle a joué la scène de la mère éplorée dont la fille a des problèmes psychologiques et vole de l'argent à la famille. Heureusement, Marius avait prévenu la direction des ressources humaines. Mon chef m'a appelé dans son bureau, gêné. Bertie, votre mère est en bas. Elle fait un scandale. Nous avons dû appeler la sécurité pour la faire sortir. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas avoir ce genre de perturbation ici.
J'étais mortifiée. Je voulais disparaître sous terre. Elle essayait de détruire mon emploi, ma seule source de stabilité, pour me forcer à revenir ramper vers eux. Ce soir-là, j'ai changé les serrures de mon appartement. J'ai bloqué tous les numéros de ma famille, un par un. Chaque blocage était comme une petite amputation. Adieu tante Claire. Adieu cousin Paul. Adieu maman. Adieu papa. Je me suis retrouvée seule dans mon appartement silencieux. Plus d'invitations pour les fêtes. Plus de déjeuner le dimanche. Juste moi, mes relevés bancaires et le silence. Mais dans ce silence, j'ai commencé à trouver une force que je ne soupçonnais pas. La force de celle qui n'a plus rien à perdre. 3 mois plus tard, le facteur m'a remis une lettre recommandée avec accusé de réception. L'en-tête était celui du tribunal de grande instance de Lyon. Affaire ministère public contre Madame Ombeline X. La date était fixée. Le 14 février. Ironique, n'est-ce pas? Le jour de l'amour serait le jour de la haine. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la liste des témoins cités par la défense, donc par Ombeline. Madame Odile X, mère. Monsieur Gervais X, père. Mes parents n'allaient pas seulement soutenir ma sœur en privé. Ils allaient venir à la barre, sous serment, devant un juge, pour témoigner contre moi. Ils allaient jurer solennellement que leur fille cadette était une menteuse vindicative pour sauver la peau de leur fille aînée voleuse. J'ai relu le papier jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Je n'avais plus peur. J'avais froid. Un froid polaire qui envahissait mon cœur. Très bien, ai-je murmuré dans le vide. Vous voulez la guerre? Vous l'aurez. Mais ne venez pas pleurer quand la vérité vous explosera au visage. Une semaine avant le procès. La pression montait. Marius m'aidait à préparer mon dossier, me faisant répéter les réponses aux questions pièges que l'avocat d'Ombeline allait sûrement poser. C'est là que mon père, Gervais, a tenté une dernière approche. Il m'a attendu devant la sortie de l'hôpital. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Son costume, d'habitude impeccable, semblait flotter sur lui. Bertie, on peut parler? Juste 5 minutes. J'ai hésité. Une partie de moi, la petite fille qui voulait que son papa soit fier d'elle, voulait dire oui. Marius, qui m'attendait un peu plus loin, m'a fait un signe de tête discret. Vas-y, mais ne signe rien. Nous sommes allés nous asseoir sur un banc en béton, dans le vent froid de février. Annule tout, Bertie, a-t-il supplié sans préambule. Il n'est pas trop tard pour retirer ta plainte. C'est entre les mains du procureur, papa. Je ne peux plus rien arrêter, même si je le voulais. Et je ne le veux pas. Il a soupiré, fouillant dans sa poche intérieure. Il a sorti une clé de voiture. Écoute. Je sais que tu as besoin d'argent. J'ai décidé de te donner ma Peugeot. Elle est vieille, mais elle roule bien. Tu peux la vendre, ça te fera quelques milliers d'euros. En échange, tu dis au juge que tu t'es trompé. Que tu avais donné ton accord mais que tu as oublié. Plaidoirie de confusion. Ombeline aura juste une amende, pas de prison, pas de casier. J'ai regardé la clé dans sa main tremblante. C'était pathétique. Il essayait d'acheter ma dignité, mon avenir et ma justice avec une voiture d'occasion qui valait à peine 3 000 euros. Ma sœur m'avait volé 78 000 euros, et mon père m'offrait une épave pour que je me taise. C'est à ce moment précis que le dernier lien s'est brisé. Je ne voyais plus un père. Je voyais un homme faible, terrifié par sa femme, terrifié par le qu'en dira-t-on, prêt à sacrifier son enfant la plus loyale pour protéger celle qui pourrissait la famille. Garde ta voiture, papa, ai-je dit doucement. J'en ai une. Et elle est payée avec mon argent, pas avec celui que j'ai volé à ma sœur. Tu es dur, Bertie. Ta mère avait raison. Tu as un cœur de pierre. Non, papa. Mon cœur bat très bien. C'est juste qu'il ne bat plus pour vous. Je me suis levée et je suis partie. Il est resté sur le banc, un vieil homme dépassé par les événements, serrant une clé inutile dans sa main. En rentrant chez moi, Marius m'a envoyé un message. J'ai eu des infos sur leur stratégie de défense. Ils vont plaider l'instabilité psychologique de ta part. Ils vont dire que tu as inventé cette dette pour te venger parce qu'Ombeline était la préférée. Ils vont essayer de te faire passer pour folle. Je n'ai pas pleuré.
J'ai souri. Un sourire qui ne présageait rien de bon pour eux. Ils pensaient que j'étais folle? Parfait. Ils allaient voir ce qu'une folle pouvait faire avec la vérité comme seule arme. Le jour du procès, le ciel de Lyon était d'un blanc laiteux. Le palais de justice, avec ses colonnes imposantes, ressemblait à une bouche prête à nous avaler. J'étais habillée sobrement, en tailleur bleu marine. Marius était là, dans le public, mon ancre dans la tempête. La salle d'audience numéro 4 sentait la poussière et l'anxiété. Quand Ombeline est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Fini les robes de créateur et le maquillage sophistiqué. Elle portait un vieux pull gris trop grand, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée, et elle n'avait pas une trace de maquillage. Elle jouait le rôle de sa vie, la victime fragile et dépassée. Mon avocat, maître Simon, que Marius m'avait recommandé, m'a chuchoté, ne la regarde pas, regarde la juge. La présidente du tribunal, Madame Le Gall, est entrée. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, avec un regard qui semblait pouvoir percer les âmes. Elle n'avait pas l'air commode. L'audience a commencé. Les faits ont été exposés. Les chiffres donnaient le vertige, 78 400 €. 18 mois de dépenses somptuaires. Les preuves étaient accablantes. Mais Ombeline, à la barre, a continué de nier l'intention criminelle. Je n'ai pas volé, madame la juge, pleurnicha-t-elle. Ma sœur m'avait dit que je pouvais utiliser ces documents. C'était un accord entre sœurs. Je comptais la rembourser. Je ne savais pas que ça irait si loin. Puis, vint le moment que je redoutais le plus. L'avocat de la défense appela son témoin clé. J'appelle madame Odilix à la barre. Ma mère s'avança. Elle avait mis sa tenue de dame patronnesse, collier de perles, chemisier sage. Elle posa sa main sur la barre, jura de dire toute la vérité, et se tourna vers moi. Son regard était rempli de haine pure. Racontez-nous, madame, demanda l'avocat. Quelle est la nature de la relation entre vos filles? Ma mère prit une grande inspiration théâtrale. C'est très difficile pour une mère de dire ça, commença-t-elle, la voix tremblante. Mais Bertie a toujours été compliquée. Jalouse. Ombeline réussit tout ce qu'elle entreprend, elle est solaire. Bertie est plus sombre. Elle en a toujours voulu à sa sœur. Pensez-vous que Bertie ait pu prêter ses documents puis se rétracter par vengeance? J'en suis certaine, affirma ma mère avec force. Bertie savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a laissé Ombeline dépenser, et quand elle a vu que nous étions fiers d'Ombeline, elle a décidé de tout gâcher. Elle a porté plainte pour détruire sa sœur. C'est de la méchanceté pure. Elle est vindicative. Un murmure parcourut la salle. Je me sentais physiquement malade. Ma propre mère me peignait en monstre devant des inconnus, mentant sous serment pour envoyer sa fille cadette en enfer afin de sauver l'aînée. Elle nous a même demandé de l'argent pour retirer sa plainte. Ajouta-t-elle. C'est du chantage. C'était le comble. Le mensonge ultime. Je voulais hurler, me lever et crier qu'elle mentait, mais maître Simon me retint le bras. Attends, murmura-t-il. Laisse-la s'enfoncer. Mon père passa ensuite. Plus bref, plus lâche. Il confirma les dires de ma mère en regardant ses pieds. Oui, c'est un malentendu familial tragique causé par la rigidité de Bertille. J'étais assise là, seule sur le banc des parties civiles, écoutant les deux personnes qui m'avaient donné la vie essayer de m'enterrer vivante. Je pensais que c'était fini. Que le juge allait croire cette mascarade de parents respectables. Mais madame Le Gall n'écrivait rien. Elle avait posé son stylo. Elle regardait mes parents avec une expression indéchiffrable. Elle feuilletait le dossier, regardait les relevés bancaires, puis regardait ma mère qui séchait ses fausses larmes avec un mouchoir en dentelle. Le silence se fit dans la salle. Un silence lourd, électrique. On sentait que l'orage allait éclater. La juge Le Gall retira ses lunettes lentement. Le geste était calme, précis, presque chirurgical. Elle fixa mes parents qui étaient restés debout près de la barre, se tenant la main comme deux martyrs incompris. Monsieur et Madame X, dit-elle d'une voix basse mais qui résonna jusqu'au fond de la salle. J'ai écouté attentivement vos témoignages. Vous nous peignez le portrait d'une famille unie, victime de la jalousie maladive de votre fille cadette, Bertille. Ma mère hocha la tête vigoureusement.
C'est exactement ça, madame la juge. Nous voulons juste que la vérité éclate. La vérité, répéta la juge. C'est intéressant. J'ai sous les yeux les relevés bancaires. Je vois des achats chez Louis Vuitton, des billets d'avion, des séjours en thalassothérapie, tout cela payé par le crédit de Bertille, utilisé par Ombeline. Elle marqua une pause, laissant les faits peser dans l'air. Vous soutenez que Bertille était d'accord. Soit. Mais vous dites aussi que c'est une affaire de famille qui aurait dû se régler en famille. Tout à fait, intervint mon père. On aurait pu s'arranger. La juge Le Gall se pencha en avant. Son regard devint tranchant comme un rasoir. Alors j'ai une seule question pour vous deux. Une seule. La salle retint son souffle. Même Ombeline, affalée sur son banc, se redressa. Vous habitez à Écully, dans une propriété estimée à plus de 800 000 euros. Vous êtes retraités aisés. Vous affirmez qu'Ombeline est la victime et que Bertille est vindicative pour avoir réclamé son argent. La juge fit claquer sa main sur le dossier. Dites-moi, monsieur et madame X, durant les 6 mois qui se sont écoulés depuis la découverte de cette dette de 78 000 euros, avez-vous, à un seul moment, proposé de vendre une partie de vos actifs ou d'utiliser votre épargne pour rembourser la dette qu'Ombeline a contractée au nom de Bertille? Avez-vous proposé de payer à la place de votre fille en or pour soulager la victime? Le temps s'arrêta. Ma mère ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle cherchait une excuse, un mensonge, n'importe quoi. Mais il n'y en avait pas. Mon père devint rouge écarlate. Nous, bégaya ma mère. Ce n'est pas. Nous n'avons pas beaucoup de liquidités, et c'est une question de principe. Des principes? Tonna la juge, perdant son calme pour la première fois. Le principe de laisser votre fille innocente, qui gagne le SMIC, payer pour le luxe de votre fille aînée? Elle se tourna vers mon père. Et vous, monsieur? Avez-vous offert de signer un chèque? Non, murmura-t-il. Je n'ai pas entendu. Non. Cria-t-il presque, acculé. Donc, reprit la juge avec un mépris glacial, vous demandez à ce tribunal d'être clément envers l'escroc, alors que vous-même, ses parents, n'avez pas déboursé un centime pour réparer les dégâts. Vous demandez à la victime de se taire et de payer, pendant que vous protégez la coupable sans en assumer les conséquences financières. Elle remit ses lunettes. Votre silence et votre inaction sont les aveux les plus bruyants que j'ai jamais entendus dans cette salle. Vous ne protégez pas votre famille. Vous sacrifiez une fille pour permettre à l'autre de continuer ses vices. C'est moralement répugnant. Dans le public, des gens commençaient à murmurer. J'ai vu Marius sourire. Ma mère s'effondra. Pas les larmes de crocodile habituelles. Non, c'était un hurlement de bête traquée. Elle venait d'être démasquée publiquement. Son masque de bonne mère venait d'être arraché par une simple question logique. Elle pleurait de honte. Elle pleurait parce que tout le monde voyait enfin ce qu'elle était, une mère qui avait choisi son enfant préféré au mépris de toute justice. Ombeline, elle, ne pleurait plus. Elle regardait ses parents avec dégoût, comme s'ils venaient de la trahir en échouant à la sauver. Moi? Je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse. Juste un immense soulagement. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait compris. Je n'étais pas folle. J'étais juste la victime. La juge nous fit signe de nous rasseoir. Le procès était, pour ainsi dire, terminé. La vérité avait éclaté, non pas grâce aux preuves techniques, mais grâce à l'exposition de la lâcheté de mes parents. Le délibéré fut rapide. Trop rapide pour que l'espoir puisse renaître dans le camp d'en face. 1 heure plus tard, nous étions de retour pour le verdict. La juge Le Gall se tenait droite. Le tribunal a statué. Madame Ombeline X, levez-vous. Ombeline se leva, ses jambes tremblant pour de vrai cette fois. Le tribunal vous déclare coupable des faits d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux, et d'escroquerie. La Cour a été particulièrement choquée par le caractère prémédité de vos actes et par l'exploitation cynique de la confiance familiale. En conséquence, vous êtes condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 3 ans. Les 6 mois fermes seront aménagés sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, bracelet électronique. Un hoquet d'horreur échappa à ma mère.
Un bracelet électronique. La honte suprême pour la famille bourgeoise d'Écully. De plus, continua la juge, implacable, vous avez obligation de travailler ou de suivre une formation. Vous avez interdiction absolue d'entrer en contact avec la victime, mademoiselle Bertie X. Et enfin, vous êtes condamné à rembourser l'intégralité de la somme de 78 400 €, majorée des intérêts légaux, ainsi que 5 000 € au titre du préjudice moral. L'exécution provisoire est ordonnée. Cela signifie que les saisies sur vos comptes et revenus futurs commencent immédiatement, nonobstant appel. Le marteau tomba. Clac. Le son de la justice. 2 policiers s'approchèrent d'Ombeline pour lui signifier les documents. C'est à ce moment-là que le masque tomba définitivement. Elle se tourna vers moi. Son visage n'était plus beau. Il était tordu par une haine pure, animale. « T'es contente, hein » hurla-t-elle, postillonnant de rage. « Tu as gagné. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit maman. Je te déteste. Je te hais. T'es qu'une connasse aigrie. » Elle essayait de se jeter sur moi, mais son avocat la retint. « Ombeline, tais-toi. » siffla-t-il. Ma mère pleurait dans les bras de mon père, qui avait l'air d'un fantôme. Ils ne me regardèrent pas. Pas une seule fois. Ils étaient trop occupés à pleurer sur le sort de leur pauvre fille condamnée, ignorant celle qui était assise juste là, celle qu'ils avaient essayé d'écraser. Je me suis levée. J'ai remercié maître Simon. J'ai fait un signe de tête à Marius. Je suis sortie de la salle d'audience sans me retourner. Dans le couloir, j'entendais encore les cris d'Ombeline. Mais pour la première fois de ma vie, ils ne me faisaient plus peur. Ils sonnaient comme le bruit lointain d'une radio qu'on vient d'éteindre. Dehors, il ne pleuvait plus. L'air était froid, vif. J'ai pris une grande inspiration. Ça sentait les gaz d'échappement et le bitume mouillé, mais pour moi, ça sentait la liberté. J'avais perdu ma famille ce jour-là. Officiellement. Légalement. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même. 6 mois ont passé depuis le procès. La vie a repris, différemment. La Banque de France a levé mon interdiction bancaire 1 semaine après le jugement. J'ai pu recommencer à vivre, à utiliser une carte bleue, à ne plus avoir peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. Ombeline porte son bracelet électronique. Elle a dû vendre toutes ses affaires de luxe, les sacs, les chaussures, les vêtements aux enchères judiciaires pour commencer à payer. Personne ne veut l'embaucher dans les relations publiques avec un casier judiciaire pour escroquerie. J'ai entendu dire par une cousine éloignée qu'elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché à la périphérie de Lyon. Une chute vertigineuse pour la princesse. L'argent arrive sur mon compte par petits virements mensuels, saisis directement sur son salaire. C'est peu, ça prendra des années, mais chaque virement est une petite victoire. La semaine dernière, j'ai reçu un appel. C'était mon père. Il voulait me voir. J'ai hésité, puis j'ai accepté. J'avais besoin de clore ce chapitre. Nous nous sommes retrouvés dans un café du Vieux-Lyon. Il semblait encore plus vieux, plus voûté. Il a commandé un café noir et a tourné sa cuillère dedans pendant 10 minutes sans parler. « Ta mère va mal », a-t-il fini par dire. Elle fait une dépression. Elle ne sort plus de la maison. Elle a honte vis-à-vis des voisins. Je suis désolée pour elle, ai-je répondu poliment. Elle aimerait te voir. Pour Noël. Il a levé les yeux vers moi, des yeux humides d'espoir. On pourrait recommencer, Bertie. On oublie tout. Ombeline a payé, elle est punie. On peut redevenir une famille. Ta mère a besoin de ses 2 filles. J'ai regardé cet homme en face de moi. Il ne s'excusait pas pour ce qu'il m'avait fait. Il ne s'excusait pas pour le mensonge au tribunal, pour la gifle, pour l'abandon. Il voulait juste que je revienne pour soulager la conscience de ma mère, pour redonner une apparence de normalité à leur vie brisée. J'ai posé ma main sur la sienne pour l'arrêter. Papa, écoute-moi bien. Vous n'avez pas perdu une fille le jour du procès. Vous m'avez perdu le jour où vous m'avez demandé de payer pour les crimes d'Ombeline. Vous m'avez perdu quand maman m'a giflé. Vous m'avez perdu quand vous avez témoigné contre moi. Mais on est ta famille. Balbutia-t-il. Non. Une famille, c'est des gens qui vous protègent, pas des gens qui vous sacrifient.
Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Ombeline. Maintenant, vous devez vivre avec elle. J'ai appelé le serveur. L'addition, s'il vous plaît. C'est pour moi. J'ai payé les 2 cafés. C'était la première fois que je payais pour mon père. C'était un geste symbolique. Je n'étais plus la petite fille dépendante. J'étais une femme adulte, indépendante et capable. Adieu, papa, ai-je dit en me levant. Prends soin de maman. Je l'ai laissé là, assis seul devant sa tasse froide, regardant la porte se refermer sur sa dernière chance de rédemption. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer pour eux. Aujourd'hui, 1 an après le début de ce cauchemar, j'écris ces lignes depuis mon nouvel appartement. Ce n'est pas celui que je voulais acheter au début. Il est un peu plus petit, dans un quartier différent, mais il a une chose que l'autre n'avait pas, une immense terrasse ensoleillée où je fais pousser des tomates et du basilic. C'est mon sanctuaire. Payé avec mon argent, signé avec mon nom propre, sans dette fantôme, sans mensonge. J'ai été promu à l'hôpital. Je suis maintenant responsable du service des archives. Marius et moi, eh bien, disons que nous prenons beaucoup de café ensemble ces derniers temps. Il m'a appris que la justice n'est pas seulement un concept légal, c'est une façon de vivre. Se respecter soi-même assez pour dire non, même quand ça fait mal. Il m'arrive encore de penser à eux. Je pense au dîner du dimanche qui n'existe plus. Je pense à ma mère, seule dans sa grande maison d'Écully, ruminant sa honte. Je pense à ma sœur, scannant des codes barres toute la journée, elle qui rêvait de paillettes. Est-ce que je suis triste? Parfois. On ne guérit pas de la trahison de ses parents en un claquement de doigts. C'est une cicatrice qui gratte quand il pleut. Mais est-ce que je regrette? Jamais. Pas une seule seconde. Si je n'avais pas posé cette limite, si je n'avais pas porté plainte, je serais aujourd'hui endettée, malheureuse et toujours sous leur emprise. J'aurais été l'esclave de leurs caprices pour le restant de mes jours. En brisant ma famille, je me suis sauvée moi-même. On nous apprend depuis l'enfance que la famille est sacrée, qu'il faut tout pardonner au nom du sang. C'est un mensonge dangereux. Le sang ne vous donne pas le droit d'abuser des gens. Le titre de mère ou de sœur n'est pas un permis de détruire. La juge Le Gall avait raison. Une famille qui vous demande de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud n'est pas une famille. C'est une secte. Et la seule façon de survivre à une secte, c'est de s'enfuir. J'ai perdu mes parents, oui. Mais regardez-moi. Je suis debout. Je suis libre. Et pour la première fois de ma vie, je suis fière de celle que je vois dans le miroir. Je suis Bertie, et je ne suis la victime de personne. Voilà mon histoire. C'est une histoire de douleur, mais c'est surtout une histoire de libération. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était difficile à raconter, mais je devais le faire pour tous ceux qui subissent la tyrannie silencieuse de la famille. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que j'ai été trop dure avec mon père à la fin? Auriez-vous accepté de le revoir pour Noël? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre première obligation est envers vous-même. À bientôt.